Donc moi, je vais vous faire un cas clinique d'hyponatrémie. Donc c'est parti. Donc c'est une femme de 50 ans avec un syndrome confusionnel qui arrive avec des vomissements, une crise convulsive. Comme antécédent, elle a une hypertension artérielle, une dépression, un tabagisme à 20 paquets années qui est sevré et le reste de l'examen neurologique est normal. Son traitement d'entrée, c'est du Loxène et du Séroplex. Et ça, c'est son bilan d'entrée. Donc, elle a une hyponatrémie avec une osmolalité plasmatique qui est basse à 232 milliosmoles par kilo. Puis, vous voyez tout de suite que la glycémie et la protidémie sont normales, ce qui en fait une vraie hyponatrémie. Donc, on a un tableau d'hyponatrémie sévère profonde, une hyponatrémie qui est bien hypoosmotique et donc une hyperhydratation intracellulaire. Donc, je vous rappelle juste les critères les définitions des hyponatrémies. On parle d'hyponatrémie profonde quand on est inférieur à 125 millimoles par litre, modérée entre 125 et 129, légère entre 130 et 135. Et ce qui va être important, on va en reparler dans la discussion sur le traitement, c'est le délai d'installation, s'il est inférieur ou supérieur à 48 heures. Et il y a des symptômes qui sont définis comme sévères, notamment les comas, les convulsions, l'obnubilation, et puis les autres, c'est des symptômes qui sont non spécifiques, mais qui peuvent être associés à l'hyponatrémie. Voilà, ça c'est juste un rappel des définitions. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Donc ça, c'est un peu niveau externe, mais on va voir que c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que vous recherchez à l'examen clinique pour avancer dans l'enquête étiologique? Alors, s'il y en a un qui veut bien se lancer, parce que ça ira plus vite si vous participez. Soit vous pouvez participer directement par le son, là, ou bien sur le forum de discussion et je relayerai des œdèmes, a priori. Tu le vois peut-être sur le forum de discussion. Ouais. Donc, alors moi, je ne le vois pas parce que comme j'ai partagé le… Alors, je te dis, il y a des œdèmes pour l'instant. Ouais. On recherche des œdèmes. Déjà pas mal. L'évaluation clinique du secteur extracellulaire, Ouais. des signes de déshydratation extracellulaire, des troubles de l'hydratation extracellulaire, une pneumopathie. Pneumopathie, d'accord. Des antécédents de pathologie thoracique ou neurologique. D'accord. Ok. Donc en fait, ce que je voulais dire, ce que vous avez répondu à la question, c'est les signes de déshydratation et de secteur extracellulaire avec les… Donc en l'occurrence, cette patiente, elle n'avait pas d'œdème, pas de prise de poids, pas de turgescence jugulaire, pas d'œdème aigu pulmonaire et elle n'avait pas de pli cutané, pas d'hypotension orthostatique, pas de tachycardie et pas de perte de poids. Alors en fait, c'est pas si simple parce qu'en fait, les études qui ont étudié l'évaluation en fait du secteur extracellulaire, en dehors des signes de surcharge, en fait, c'est très difficile de faire la part entre déshydratation et euvolémie, et notamment quand on différencie, quand on raisonne sur l'hyponatrémie, sur l'évaluation clinique du secteur extracellulaire, ça nous aide en effet pour les signes de surcharge, parce que dans les hyponatrémies vraies, donc dans les hyponatrémies avec osmolalité plasmatique basse, on va classer celles qui sont effectivement hyperhydratées, mais qui ont une hypovolémie efficace. Encore une fois, c'est des patients qui sont hyper hydratés mais qui ont une hypovolémie efficace, on viendra dessus. Donc c'est insuffisance cardiaque, cirrhose avec l'acide, le syndrome néphrotique et puis l'insuffisance rénale éventuellement. Ce qui va être difficile finalement en pratique, c'est la distinction entre déshydratation extracellulaire et hydratation extracellulaire normale, ce qui va nous faire distinguer en fait les hyponatrémies qu'on appelle les hyponatrémies déplétion et surtout les SIADH. Alors surtout qu'il y a certaines causes qu'en fait on retrouve dans les deux, notamment l'insuffisance surrénalienne, c'est un peu particulier, parce que dans les insuffisances surrénaliennes basses, vous avez une hyponatrémie, vous avez une natriurèse augmentée avec une hyponatrémie de déplétion, mais vous avez aussi une part de SIADH, c'est-à-dire que dans les insuffisances surrénaliennes basses, vous avez une stimulation de la CRH et vous avez une stimulation de l'ADH aussi, donc il y a une part de SIADH dans les insuffisances surrénaliennes.
Donc, en pratique, il y a des études qui sont intéressées à savoir est-ce que les cliniciens font bien dans l'évaluation du statut volémique. C'est assez mauvais parce que la performance de l'examen clinique, c'est une sensibilité de 50 à 80%, une spécificité de 30 à 50% pour évaluer une déshydratation extracellulaire. Donc, on est plutôt mauvais. Et donc, c'est pour ça, on verra que les guidelines ne se basent pas dans l'algorithme de réflexion sur les hyponatrémies sur l'évaluation de la déshydratation extracellulaire. Par contre, ce qui reste vrai, c'est l'hyperhydratation extracellulaire, qui sont finalement des diagnostics qui ne sont pas très difficiles. Donc, il y a 3 situations, je vous rappelle, dans les hyponatrémies. Soit j'ingère, dans tous les cas, il y a un excès d'eau relatif. Donc, soit j'ingère trop d'eau et je dépasse mes capacités de dilution du rein. Donc, ça, c'est la potomanie. Soit j'ingère de l'eau en quantité normale, mais le rein ne fonctionne pas bien, donc dans certaines insuffisances rénales. Et puis, la situation la plus fréquente, c'est j'ingère de l'eau en quantité normale, mais j'augmente mon ADH. Et là, soit j'augmente mon ADH de façon appropriée, soit j'augmente mon ADH de façon inappropriée. Alors, qu'est-ce que vous allez demander du coup comme examen complémentaire pour avancer? Je l'ai un peu dit, mais... Alors, on laisse quelques minutes. Il parle de ionogramme urinaire, iono-U. Tout le monde fait un iono-U. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, en effet, on va faire un ionogramme urinaire. Et donc, ce qu'on va regarder... donc, si on a une hydratation cellulaire normale, on va distinguer, la natriurèse va être basse. Alors, le seuil qui est reconnu dans les guidelines, c'est 30 millimoles de natriurèse et l'osmolalité urinaire, c'est 100 milliosmoles par kilo. Donc, on dit que l'osmolarité urinaire en général basse, inférieure à 100 milliosmoles par kilo, la natriurèse est basse, inférieure à 30 millimoles par litre. On va dire que c'est les seuils qui ont été définis dans les guidelines. Donc, chez notre patiente, on a une natriurèse à 90 millimoles par litre, une osmolarité urinaire à 310 milliosmoles par kilo. Donc, elle a une natriurèse qui est élevée avec une osmolarité urinaire élevée. Donc, on est dans une situation, donc ça, je vous ai dit, hein, ça, on en a parlé. Donc, comment on va définir un SIADH? Un SIADH, d'abord, il faut être sûr que ce soit une hyponatrémie qui est bien hyposmolaire, en général inférieure à 275 milliosmoles par kilo. Il faut que le malade soit euvolémique si on a réussi à l'évaluer, en tout cas qu'il n'y ait pas d'hyperhydratation extracellulaire, que votre natriurèse soit élevée supérieure à 30 millimoles par litre et que votre osmolalité urinaire soit élevée supérieure à 100 milliosmoles par kilo. Ça, c'est les critères principaux. Et puis, il faut aussi, pour faire le diagnostic SIADH, dans les critères essentiels, il y a le fait d'avoir éliminé le fait d'avoir utilisé des diurétiques de façon récente et d'avoir éliminé l'insuffisance surrénalienne. Alors, on dit aussi l'hypothyroïdie. C'est quand même moins fréquent, surtout sur les hyponatrémies sévères, mais en tout cas, on dit qu'il faut éliminer l'insuffisance surrénalienne, éliminer l'hypothyroïdie, éliminer la prise de diurétique et avoir tous ces critères-là avant de conclure un SIADH. Alors après, il y a aussi des critères qui sont supplémentaires et qui ont été étudiés dans les études. Je reviendrai dessus après. Je reviendrai dessus après. Je vais juste vous remontrer l'algorithme des hyponatrémies dans les guidelines. Donc, je vous conseille de lire ces guidelines sur l'hyponatrémie qui sont quand même assez bien faites. Donc, vous avez une hyponatrémie. C'est une hyponatrémie hypotonique. La première chose à faire, c'est est-ce que vous avez des symptômes sévères? Oui. Donc là, on va s'orienter vers une thérapeutique rapide. Non, de toute façon, vous allez faire une osmolalité urinaire. Si vous êtes supérieur à 100 milliosmoles par kilo, donc vous regardez à la fois l'osmolalité et la natriurèse. Si vous êtes très bas, vous allez vous orienter vers la prise, donc la polydipsie primaire, enfin les équivalents de potomanie, on va dire. Et puis, si la natriurèse est élevée, vous allez d'abord éliminer la prise de diurétique et sinon, vous allez vous orienter soit vers un SIADH, soit, on va dire, vers une insuffisance surrénalienne. Je ne reviendrai pas sur le syndrome de perte de sel d'origine cérébrale qui est très débattu, avec beaucoup de gens qui disent que ça n'existe pas et que c'est en fait une forme de SIADH où il y a beaucoup d'insuffisances surrénaliennes qui sont associées. En tout cas, il faut vraiment éliminer le SIADH et la prise de diurétique. Alors, vous verrez que les vomissements, on peut les retrouver dans les deux, parce que dans les vomissements, il y a deux choses. D'abord, vous avez une perte de bicarbonate de sodium. Le bicarbonate qui est sécrété par le type digestif va être éliminé au niveau du rein et donc sous forme de bicarbonate de sodium. Donc, vous pouvez avoir une natriurèse augmentée.
Ah, attendez, j'ai un problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous me dites si vous voyez toujours mon écran, si ça Oui, réapparaît. oui. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, non, dans les vomissements, vous pouvez avoir une natriurèse élevée, mais vous avez aussi un hyperaldostéronisme secondaire qui est induit par la déshydratation des vomissements et donc qui peut verrouiller votre natriurèse. Donc attention, les vomissements, bon, en général, il y a un contexte quand même clinique qui fait que les patients vomissent beaucoup, donc vous le savez, mais vous pouvez avoir une natriurèse qui est élevée dans les vomissements ou effondrée en fonction du degré d'hyperaldostéronisme secondaire. Ça, c'est une première chose. Si votre natriurèse est basse, là, vous allez vous orienter vers toutes les causes en fait, d'hypovolémie efficaces, que ce soit des hypovolémies efficaces avec hyperhydratation extracellulaire, comme dans l'insuffisance cardiaque, la cirrhose ou le syndrome néphrotique. Encore une fois, quand vous avez une insuffisance cardiaque, une cirrhose, par exemple dans l'insuffisance cardiaque, vous avez un débit cardiaque qui est bas, vous avez une hypovolémie efficace. Donc, vous allez d'abord stimuler votre système rénine-angiotensin-aldostérone. Là, vous allez réabsorber de l'eau et du sel en quantité égale. Et puis, quand vous allez stimuler votre ADH de manière appropriée, là, vous allez réabsorber de l'eau en plus. Et là, vous allez vous mettre en hyponatrémie cellulaire, où vous stimulez d'abord le système rénine-angiotensin-aldostérone, l'ADH, et donc vous allez vous mettre en hyponatrémie puisque vous allez sécréter vous allez stimuler votre ADH de façon, on dit, appropriée. Voilà, donc ça c'est donc en gros l'élément clé encore plus, pour une fois, on ne dit pas ça souvent, mais encore plus que l'examen clinique, c'est vraiment le ionogramme urinaire avec la mesure d'osmolalité dans les urines. Alors il y a d'autres, voilà, c'était ça là-dessus, les points sur lesquels je voulais revenir, c'est qu'il y a d'autres choses qui ont été étudiées parce que c'est pas si simple en pratique quand même avec le ionogramme urinaire, parfois on a vraiment des doutes, surtout qu'il y a l'étude de Humm là, qui a été publiée dans MDT en 2006, elle montre qu'en fait il y a beaucoup d'hyponatrémie mixte et que c'est parfois très compliqué. Donc il y a éventuellement le test diagnostique de remplissage au sérum Phi, qui va marcher sur les hypovolémiques et qui risque d'aggraver un SIADH. Donc, si on décide de le faire, il faut faire très attention. Et ça veut dire que vous faites un ionogramme vraiment régulièrement. Si votre hyponatrémie, elle s'aggrave après le remplissage au sérum Phi, c'est que probablement vous êtes plutôt sur un SIADH qu'une hyponatrémie hypovolémique. Alors, il y a d'autres critères qui ont été étudiés, comme la fraction d'extraction de l'acide urique, qui a une sensibilité de 66%, une spécificité de 77% pour le diagnostic de SIADH, donc c'est pas fou non plus. Et la fraction d'excrétion urique qui est très peu sensible, mais qui est assez spécifique pour le diagnostic de SIADH. Donc ça a été intégré dans les guidelines, et c'est plutôt des critères qui sont des critères secondaires et des critères qui ont été déterminés comme des critères non essentiels. Donc, dans les causes de SIADH, donc finalement, chez notre patiente, on va s'orienter vers un SIADH. Dans les causes de SIADH, donc je pense que c'est pour ça que les gens, certains participants ont parlé de pneumopathie et de maladies du système nerveux central. On va évidemment rechercher les cancers et les syndromes paranéoplasiques et puis les médicaments. Donc, en l'occurrence, chez cette patiente, le diagnostic, c'était un SIADH. D'abord, elle a eu un test au synactène. On a éliminé l'insuffisance surrénalienne. La TSH était normale et on a conclu un SIADH parce que c'était une hyponatrémie hypotonique à volume extracellulaire normal avec une natriurèse augmentée ou anormalement normale en l'absence de prise de diurétique. Donc, voilà pour la partie, on va dire, diagnostic. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? A priori, non. Pas de D'accord. questions particulières. Donc, elle a eu un scan TAP, un scanner cérébral, le bilan infectieux était négatif, donc on a conclu un SIADH dû au séroplex. Alors, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous faites comme traitement ? Alors, on laisse 30 secondes, le temps que les réponses arrivent. Restriction hydrique. Ouais.
Alors, elle convulse là, hein, donc il va falloir faire un peu plus que la restriction hydrique. Mais... Sérum salé hypertonique. D'accord. Alors, donc, ce que je propose, c'est que donc on va s'arrêter là. Donc, c'est oui, on va faire du sérum salé hypertonique parce qu'elle a une hyponatrémie sévère qui est symptomatique. Donc, en effet, on va faire du sérum salé hypertonique. Est-ce que quelqu'un sait comment le prescrire? Alors, ils mettent 3%. Ouais. Ils veulent injecter du soluté hypertonique salé à 3%. Ouais, très bien. Donc, c'est ça. Hein. Dans les guidelines, c'est du sérum salé hypertonique à 3%, 150 ml ou 2 ml kg sur 20 minutes. C'est ce qui est recommandé. On surveille l'anatrémie toutes les 20 minutes jusqu'à amélioration clinique ou augmentation de l'anatrémie de 5 millimoles en 1 heure. Et puis ensuite, on vise 1 millimole par litre par heure. Et surtout, on ne doit pas dépasser 10 millimoles en 24 heures et 8 millimoles par 24 heures les jours suivants. Alors, on verra pourquoi il faut corriger les carences en potassium et vitamine B1. Alors, là où souvent, en fait, vous vous rendez compte pour ceux qui l'ont déjà fait en pratique, c'est quand vous prescrivez à l'infirmière, comme dans les guidelines, le sérum Buffy 3%, 150 ml, et ben, dans la plupart des hôpitaux, on vous dit « Ah bah oui, mais comment on fait du sérum salé à 3% ?» Parce qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas, s'il n'y a pas systématiquement le sérum salé à 3% tout fait. Donc là, je vous ai mis une petite recette si vous voulez préparer vous-même votre sérum salé hypertonique à 3%. Vous pouvez prendre des ampoules de NaCl 20%, donc vous avez 200 grammes par litre, soit 3,4 millimoles, et vous prenez un sérum Phi d'1 litre. Vous retirez 110 millilitres de sérum Phi là-dedans, et puis vous ajoutez en gros 5,5 ampoules. 110 millilitres de NaCl 20%, et vous avez, vous avez fabriqué votre sérum Phi 3%. Voilà. Je vous le dis parce qu'en pratique, quand vous prescrivez sérum Phi à 3%, c'est souvent un petit peu compliqué. Et puis, vous n'avez pas 3 heures devant vous non plus. Alors, est-ce qu'il faut utiliser les formules et notamment la formule d'Adrogué-Madias, qui est dans tous les bouquins. En fait, elle repose sur un volume constant, elle ne prend pas en compte la diurèse et elle néglige la cinétique des pertes de potassium, de sodium et d'eau. Et en pratique, les études qui ont regardé donc ça c'est une étude qui a regardé l'étude de Mohand, qui a regardé en fait le ratio entre la natrémie obtenue et la natrémie attendue. Donc, quand vous êtes ici, c'est que le ratio est plus élevé, donc ça veut dire que vous avez sous-estimé votre correction et votre natrémie, et là, ça veut dire que vous avez surestimé. Donc, en gros, très souvent, le plus souvent, vous sous-estimez l'augmentation attendue de la natrémie, ce qui veut dire qu'en fait, si vous utilisez ces formules, il y a un risque de surcorrection élevé. Donc, on a tous appris qu'il fallait utiliser les formules pour corriger la natrémie. En fait, les études montrent que c'est souvent en pratique faux. Donc, en fait, il vaut mieux que vous fassiez des ionogrammes de contrôle très fréquents plutôt que de vous amuser à utiliser ces formules. Alors, donc notre patiente, je vous rappelle qu'elle partait de 108 de natrémie. 12 heures après la prise en charge initiale, vous avez ces résultats. Elle a 122 natrémie. Et vous avez son ionogramme urinaire qui est là. Alors, quels sont les risques encourus par le patient et quels en sont les facteurs de risque en général? Myélinolyse centropontine. Okay. Et les facteurs de risque de myélinolyse centropontine? Correction rapide de la natrémie. Alors ça, c'est oui. Mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce qu'il y a des patients ou des facteurs de risque qui vont faire qu'il y a certains patients qui vont faire plus de myélinolyse? C'est un peu ça la question, en fait. Dénutrition, éthylisme chronique. Ouais. C'est ce qui revient. Hein. Ouais. Là, ils sont plusieurs à dire ça. Donc ça, c'est vrai, c'est le terrain du patient. Et puis, on va voir aussi qu'il y a des causes d'hyponatrémie qui sont beaucoup plus à risque de surcorrection et sur lesquelles vous allez devoir faire attention. Donc, le diagnostic, il est confirmé par l'imagerie, par l'IRM. En gros, vous avez une atteinte pontine, il y a un intervalle libre. Et puis, des patients qui développent un syndrome pseudobulbaire avec une dysphagie, une dysarthrie, un tétraparésien, l'Octine syndrome. Et puis, des troubles oculomoteurs, des mouvements anormaux.
Et à l'IRM, vous avez un hyposignal en pondération T1 et un hypersignal sur les séquences pondérées T2 et FLAIR. Alors, juste pour vous rappeler la physiopathologie de la myélinolyse sans thromboptine, en fait, dans une situation d'hyponatrémie plasmatique, d'hypotonie plasmatique, les astrocytes ils vont essayer de protéger les neurones en se déchargeant des substances osmotiques. Alors, il y a les tels que les électrolytes, ce qu'on appelle les osmoles inorganiques, et puis les osmoles organiques, notamment les acides aminés, afin de diminuer le gradient osmotique. En pratique, la libération d'osmoles inorganiques, elle est rapide, les astrocytes peuvent le faire rapidement. Par contre, la libération d'osmoles organiques, elle met minimum 48 heures. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait si vous corrigez trop rapidement, c'est qu'il y a un risque en fait d'apoptose. Enfin, le mécanisme, c'est probablement une apoptose des cellules gliales, puisque les astrocytes sur les hyponatrémies chroniques se sont adaptés, ont pu sécréter leurs osmoles organiques. Et donc, si vous corrigez rapidement, vous allez induire l'effet inverse, et donc comme un assèchement en fait, en gros, des cellules et la démyélinisation qui passe probablement par une apoptose des cellules gliales. Et les facteurs de risque, ça va être en effet l'alcool, la cirrhose, les transplantés hépatiques, les dénutries, et le fait aussi de ne pas avoir d'osmole organique rapidement disponible, et notamment les hypokaliémies, d'être hypokaliémique et d'avoir une hypophosphatémie. Donc là, c'était une étude qui est parue en 2018 dans le JSN sur 1490 patients avec des hyponatrémies à 120. Il y avait 8 patients pour lequel on fait des myélinolyses sans thromboptine. Et les patients, c'était soit des patients qui avaient, il y en avait 5 qui avaient une potomanie avec une prise de bière et 5 qui étaient hypokaliémiques. Donc, en gros, c'est quand même extrêmement rare si vous n'avez pas ces facteurs de risque. Donc, il faut faire particulièrement attention à ces patients. Alors, le pronostic, on a toujours appris, il est toujours dit comme redoutable. Cela dit, il y a une étude qui est parue en 2012, une étude française, qui est le registre Promicep sur le pronostic des myélinolyses sans thromboptine. Ils ont 36 patients quand même. Et finalement, l'étude est plutôt optimiste par rapport à ce qu'on avait appris avant. Sur 86%, il y en a 86% qui ont survécu à l'AREA, 69% qui ont survécu à l'hôpital. Et à 1 an, parmi les survivants, finalement, c'était des handicaps assez modérés, voire pas de handicap du tout. Donc, le pronostic, voilà, il n'est pas le message comme quoi les myélinolyses sans thromboptine, elles ont un pronostic catastrophique. C'est probablement pas si vrai que ça. Alors, les autres facteurs de risque sont liés à la cause de l'hyponatrémie. La potomanie, en fait, dès qu'on coupe l'accès à l'eau aux patients, ils remontent très, très vite, puisqu'ils ont des reins qui fonctionnent bien. Le fait aussi les causes iatrogènes avec les thiazidiques. Souvent, en plus, vous avez éventuellement une déplétion potassique associée. Et les hypovolémies qui se corrigent aussi plus rapidement. Donc, il faut faire particulièrement aussi attention à ces patients. Alors, donc là, la patiente, on part du principe que la patiente, on a corrigé sa natrémie trop vite, donc on a un risque de myélinolyse sans thromboptine. Qu'est-ce que vous proposez éventuellement de faire comme traitement? Glucosé 2,5%, perfusion de glucosé 5%. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? C'est oui? A priori, pas d'autres propositions. Non, c'est toujours du 2,5% à perfuser. Personne. ADH. Ah. Ouais. Alors, en effet, c'était là-dessus, je voulais discuter du mini-rein. Donc, il y a 2 stratégies. Soit vous perfusez des solutés hypotoniques avec nécessité de volume important, donc ce que vous avez proposé, du G2,5 ou du G5. Mais finalement, votre efficacité, elle ne va pas être très, très bonne. Soit vous pouvez proposer du mini-rein, en effet, avec des petits volumes de solutés hypotoniques. Alors, il n'y a pas énormément de choses dans la littérature. C'est dans les guidelines, ils en parlent, mais il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Je vous montre d'abord une étude expérimentale, qui est une étude qui a été faite chez un rat, où il y avait 2 bras. Donc, c'est des rats à qui ils induisaient une hyponatrémie. Ils induisaient des hyponatrémies déplétion secondaire à la prise de thiazidique.
il leur corrigeait très rapidement leur hyponatrémie. Ils induisaient en fait des myélinolyses en tropontine. Et ensuite, ils réinjectaient à ces rats soit de l'eau avec un peu de minirin, soit de la dexaméthasone. Alors pourquoi de la dexaméthasone? Parce qu'il a été démontré qu'au cours de la myélinolyse sans tropontine, il y avait, ce qui était suspecté, c'est une part de perméabilité accrue de la barrière hémato-encéphalique et que ça participait à la myélinolyse sans tropontine et que donc peut-être que la dexaméthasone permettrait de restaurer cette perméabilité. Bon, en pratique, vous pouvez oublier la dexaméthasone parce que ça ne marche pas. Par contre, ce qu'ils ont montré, c'est que la mortalité des rats, elle diminuait avec la réinduction de l'hyponatrémie. Et donc, ils suggéraient l'efficacité quand on réinduisait l'hyponatrémie avec du minirin. Alors, il y a une étude de l'équipe de Louis Mourier qui a regardé ça chez des patients qui avaient des corrections très rapides d'hyponatrémie. Ils ont regardé, en fait, ils ont administré, donc en gros, on peut administrer 2 microgrammes ou 4 microgrammes, une demi-ampoule, une ampoule de minirin, et voir ce qui se passe avec des petites quantités de soluté hypotonique. Et ce qu'ils ont montré, alors l'étude n'est pas suffisamment puissante, c'est une étude rétrospective, elle n'est pas suffisamment puissante pour démontrer qu'on a moins, et puis c'est un événement rare, qu'il y a moins de myélinolyse sans tropontine, mais en tout cas, ce qu'il montre dans cette étude, et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'en fait, il y a quand même ils arrivent, ça c'est avant le minirin, après minirin, à diminuer l'augmentation de l'anatrémie. Donc probablement que c'est quand même une bonne solution si vous voyez que ça monte trop rapidement et que en gros vous êtes allé trop vite dans votre correction de l'anatrémie, et qu'en plus vous avez des facteurs de risque, il ne faut pas hésiter à faire une ampoule de minirin avec la perfusion de soluté hypotonique. Alors ça, ce sera ma dernière question. Si l'hyponatrémie avait été moins sévère et asymptomatique, quels sont les traitements que vous auriez pu discuter? Restriction hydrique seule. Ouais. Alors, c'est vrai, sur un SIADH, ça marche souvent moyen. Est-ce qu'il y a d'autres traitements que vous pouvez éventuellement discuter qui ne sont pas des traitements, en fait, vraiment de réanimateur, mais... Diurétique de Lens. Ouais. Tolvatan. Ouais. Il y en a un dernier? A priori, non. Urée. Ouais, très bien. C'est ça. Alors, le traitement d'une hyponatrémie non sévère volémique, bon, juste pour vous rappeler que si vous faites du sérum salé, un SIADH, vous allez être en bilan positif en eau et donc vous allez aggraver votre SIADH. Pour augmenter votre natrémie, la concentration de la solution, elle doit être supérieure à l'osmolalité urinaire. C'est pour ça que le sérum salé hypertonique marche, mais que le sérum salé isotonique ne marche pas, voire il aggrave un SIADH. Alors, sur les études qui ont comparé le Vaptan et l'urée, il y a assez peu de choses. Ça, c'est une étude prospective, mais sur 13 patients avec un SIADH, avec soit un Vaptan Péros et une pause de 8 jours, et puis ensuite de l'urée de 15 à 30 grammes. En gros, les Vaptans, ils bloquent le récepteur de type 2 à la vasopressine au niveau du tube collecteur et il induit une perte d'eau. Il n'y a pas d'évidence avec les critères de jugement fort pour des critères de jugement forts en fait pour les Vaptans, même si certaines méta-analyses sont plutôt en faveur d'un bénéfice en termes de mortalité, mais bon, elles n'incluent pas des études randomisées. Alors, ce qui semble en plus, c'est que le risque de surcorrection est plus important avec les Vaptans et qu'il y a peut-être un risque de toxicité hépatique, mais les études sont contradictoires, donc c'est à revoir. Et d'ailleurs, quand vous comparez les guidelines dans les recommandations de SIADH, quand vous comparez les guidelines américaines et européennes, il n'y a pas du tout la même position par rapport au Vaptan. Dans les guidelines européennes, donc ce qui est recommandé, c'est 1, restriction hydrique, 2, urée péros ou diurétique de Lens. Donc l'urée, c'est 1 à 1,5 g par jour. Et les Vaptans ne sont pas recommandés. Dans les recommandations américaines, ils mettent les Vaptans au même titre que l'urée. Donc voilà, je pense que ça, en tout cas, c'est un traitement qui peut éventuellement se discuter. Voilà, j'ai fini pour le cas clinique. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat,
Tu voulais après faire une autre présentation ou répondre aux questions? Je sais pas, moi, on m'a dit juste un cas clinique, alors j'ai fait juste un cas clinique. Oui, 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 mais c'est très bien. Alors, peut-être, alors moi, je vais commencer par quelques questions. Est-ce que tu recommandes les ionogrammes urinaires? Ça serait des ionogrammes urinaires sur échantillon? Tu recommandes des ionogrammes urinaires sur 24 heures, sur 12 heures? Sur 24 heures, c'est compliqué, donc tu peux faire des ionogrammes urinaires sur échantillon, ouais, en effet. D'accord. Ionogramme urinaire plutôt sur échantillon. Après, on va dire que c'est surtout le premier ionogramme urinaire qui va beaucoup t'orienter. Après, c'est vraiment ce qui va être important, ça va être vraiment de surveiller le ionogramme sanguin. Le ionogramme urinaire va te montrer un petit peu quand même, te faire évaluer l'efficacité de ton traitement quand même. Mais on va dire, c'est surtout tes ionogrammes sanguins qui sont dans la surveillance qui sont les plus importants, quoi. Après, en ce qui concerne la correction si on a trop rapidement corrigé, Ouais. et donc, est-ce qu'on a vraiment un bénéfice à mettre du minirin, sachant que, comme tu l'as dit, en physiopathologie, a priori, il y aurait une apoptose des cellules, des astrocytes. Donc, est-ce que si on est monté trop rapidement, eh bien, le fait de redescendre, ça permet quand même de limiter les choses, ou alors il y a un vrai intérêt du mini-rein sur la montée pour limiter une montée trop rapide? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, la physiopathe, elle est quand même assez mal connue, hein. L'apoptose des cellules gliales, il y a probablement quand même, il semble quand même qu'il y ait une partie qui soit réversible. C'est-à-dire que il semble quand même, il y a des case reports de patients qui sont améliorés cliniquement avec la correction, avec la remise en hyponatrémie. Donc, je ne sais pas si enfin, je pense que ta question, c'est est-ce que c'est bien pour ralentir secondairement et éviter la suraggravation, ou si est-ce que ça éventuellement peut faire réverser quelque chose qui est déjà arrivé. Je pense que c'est probablement quand même, il y a peut-être, enfin, c'est pas forcément en fait une apoptose qui est, ça voilà, il y a quand même assez peu d'études expérimentales et il y a assez peu de données. Il y a ces données sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique et puis ces données sur l'apoptose des cellules gliales, mais c'est quand même assez hypothétique. Et donc, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait une part de réversibilité. Voilà. Si c'est bien ça ta question, Oui, Alexandre. oui, oui, Ouais. oui. C'est-à-dire que c'est vrai que ça. Qu'est-ce qu'on fait si on s'aperçoit qu'on a été trop rapide? Est-ce que vraiment on essaye de revenir en arrière? Et comme tu l'as très justement dit, parfois c'est très compliqué. On ne peut pas revenir et mettre les patients en hyponatrémie rien qu'en leur apportant de l'eau. Ouais. Donc, de temps en temps, il faut rediscuter donc l'intérêt d'un mini-rein. Ouais. Bah, je pense, voilà, faut essayer, quoi. Mais c'est sûr que après, ce qui est pas facile, c'est qu'il y a pas grand-chose. En tout cas, dans les études cliniques, il y a pas grand-chose, quoi. Oui, oui, ça n'a pas été validé au Non, niveau clinique. non. D'accord. Est-ce qu'il y a. De quand datent les dernières guidelines? Alors, les guidelines européennes datent de 2014. Les guidelines américaines, elles sont pas très éloignées. Alors, je sais plus si c'est 2015 ou 2016. Enfin, c'est entre 2014 et 2016, mais en tout cas, voilà. Je l'ai peut-être mis, je l'ai noté, j'ai mis référence des guidelines américaines. Non, bah, c'est 2014 aussi. Donc, c'est 2014 les dernières guidelines. Après, les guidelines européennes sont quand même assez bien faites, hein. Elles sont assez. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à les lire. On va dire, j'ai repris les éléments essentiels dedans, mais elles sont quand même, voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça vous semble clair, la prise en charge d'une hyponatrémie n'a plus de secret pour vous?
A priori, personne ne se manifeste, donc c'était limpide et ça a permis incontestablement de remettre les bonnes idées en place. Il n'y a pas de questions. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Lara, de ton cas clinique. Et ça a permis vraiment de bien synthétiser la prise en charge au niveau diagnostic et thérapeutique devant une hyponatrémie. Eh bien, on va se quitter là. Merci beaucoup. Parfait. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.